Bonjour, tous. bienvenue dans notre webinaire Gouvernance des données. La thématique aujourd'hui est instaurer une culture de la donnée dans votre organisation. Je suis Aziz Fraxo, responsable commercial, et je suis accompagné avec Adi et Maxime qui vont se présenter. Bonjour, Adi Atala, je suis responsable avant-vente. J'ai le plaisir d'accompagner Aziz sur ce webinaire. Maxime? Maxime Delorme, marketing Intalio. Je serai modérateur durant ce webinaire. N'hésitez pas durant la session, il y aura plusieurs sondages qui vont être mis à disposition. N'hésitez pas à les compléter afin qu'on puisse avoir vos retours à chaud directement durant la session. Je te propose, Aziz, d'attendre encore peut-être une petite minute et après on commencera doucement. Très bien. Je te propose de commencer, Aziz. Oui, Les donc gens on viendront. va découvrir l'agenda de notre matinée. Dans un premier temps, je vais vous présenter Intalio, les enjeux liés à la gouvernance des données. Ensuite, Adi abordera plus comment le rôle clé de la gouvernance des données autour des métiers, la facilité de gestion des données IT métiers, ensuite une démonstration et enfin nous clôturons par des questions-réponses. La mission d'Intalio, c'est d'accompagner en tant qu'éditeur les entreprises dans leur transformation numérique. Et on se concentre sur 3 axes, la gestion de contenu, l'optimisation des processus métiers, la gouvernance de l'information. Notre objectif est simple, c'est simplifier le quotidien des équipes grâce à des solutions robustes, efficaces, personnalisées et surtout faciles à utiliser. Nous avons fait le choix du no-code. Le no-code permet à nos clients de créer leurs propres outils, faire du sur-mesure, sans avoir besoin de compétences techniques avancées. Ce qui fait vraiment la différence chez Intalio, c'est que nous plaçons la confiance et la collaboration au cœur de chaque projet. Nous travaillons main dans la main avec nos clients pour leur apporter des solutions personnalisées. Donc, Intalio est un éditeur de logiciels français qui intervient sur le marché depuis une trentaine d'années. Nous avons une couverture mondiale. Nous sommes, le siège social est en France, une présence Europe, États-Unis, Afrique, Moyen-Orient. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec 20% de notre activité qui est consacrée à la recherche et développement. L'innovation est au cœur de notre stratégie avec des développements concrets autour de l'IA par exemple. Nous répondons aux principales normes ISO 9001, 27001 relatives à la qualité, à la cybersécurité. Nous sommes reconnus par le Gartner comme visionnaire en 2021 et strong performer en 2023. Plus récemment, en 2024, le cabinet Omdia nous reconnaît comme un acteur incontournable dans la gestion de contenu. Le cabinet d'audit en cybersécurité Cybervadis nous attribue la note de 932 sur 1000, qui est un niveau mature, qui reste une très bonne notation par rapport au secteur d'activité. Les chiffres clés de l'enjeu de la gouvernance. D'abord, le premier constat, c'est
la volumétrie, hein, sur 180 zeta-octets de données générées à travers le monde, plus de 80% sont non structurées. Cela signifie que la majorité des données, comme les emails, les documents, les vidéos, les images ou encore les messages sur les réseaux sociaux, ne sont pas organisés dans des bases de données classiques. Ce volume colossal de données non structurées représente un énorme potentiel, mais aussi un défi, car sans outils adaptés, ces informations restent difficilement exploitables, ce qui freine l'innovation, la prise de décision et la conformité. C'est précisément là qu'interviennent les solutions que nous proposons, qui permettent de structurer, classer, automatiser et gouverner les données afin d'en tirer les principales informations. Le second constat, c'est que 87% des organisations certifiées ISO 27001 on constate un renforcement de la confiance de leurs clients. Ce chiffre montre clairement que la sécurité de l'information n'est pas seulement une exigence réglementaire ou technique, c'est un levier stratégique de confiance et de différenciation. 13 160 plaintes reçues par la CNIL, soit une hausse de 35% par rapport à 2020. Ce chiffre illustre une tendance forte. Les citoyens sont de plus en plus vigilants sur l'usage de leurs données personnelles et n'hésitent pas à signaler ces manquements. Cela traduit aussi à la fois la prise de conscience croissante des droits numériques, mais aussi une pression réglementaire grandissante pour les entreprises. Pour rester en règle, mais aussi pour préserver leur image et la confiance de leurs clients, les organisations doivent mettre en place une gouvernance de l'information rigoureuse, transparente et alignée avec les exigences du RGPD. Enfin, 56% des institutions financières déclarent avoir des difficultés à répondre aux exigences de la résilience imposées par le règlement DORA, qui est rentré en vigueur en janvier 2025. C'est un chiffre important car il montre que plus d'un acteur sur deux du secteur financier n'est pas encore prêt pour faire face aux standards européens en matière de résilience opérationnelle numérique. Le règlement DORA ne se limite pas à la cybersécurité, il impose une maîtrise complète des risques liés au système d'information, y compris pour ceux des prestataires externes. Aujourd'hui, on observe une montée en puissance constante des exigences réglementaires autour de la donnée. Cela pousse les entreprises à mieux structurer, tracer et sécuriser l'information. Mais au-delà de la contrainte, il faut voir les données comme un levier stratégique à double entrée. D'abord, en interne, les données servent à perdre moins d'argent, c'est-à-dire optimiser les processus, réduire les erreurs, automatiser et mieux piloter les risques. Ensuite, en externe, elles permettent de gagner plus d'argent, c'est-à-dire avec une meilleure connaissance des clients, une personnalisation des offres, une accélération de la prise de décision. Et grâce à ces actions, on arrive à se différencier par rapport au marché. Enfin, une logique mixte. La donnée devient un véritable outil pour maximiser le profit. Elle permet d'allier efficacité opérationnelle et développement stratégique. Les risques liés à la donnée ne sont pas uniquement techniques, ils sont juridiques et financiers, et parfois ils sont très lourds. Avec le RGPD, les entreprises s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial en cas de non-conformité. On garde toujours à l'esprit cette amende record de Meta, hein, plus de 1,2 milliard d'euros lorsqu'ils avaient en 2003 fait un transfert de données de l'Irlande vers les États-Unis. Au-delà des amendes, il y a aussi des risques d'atteinte à la réputation, de perte de confiance du client, voire des blocages opérationnels en cas de contrôle ou de contentieux. Au-delà des aspects réglementaires, une mauvaise gestion de l'information a des impacts directs sur l'efficacité et l'image de l'entreprise. D'abord, sur le plan opérationnel, des données inexactes, incomplètes ou mal structurées peuvent mener à des décisions biaisées. Cela peut ralentir le processus, générer des erreurs coûteuses ou faire passer à côté d'opportunités stratégiques. Ensuite, sur le plan de la réputation, lorsqu'une entreprise donne l'impression de ne pas maîtriser ses données, que ce soit vis-à-vis des clients, des partenaires ou des autorités, cela peut entraîner une perte de confiance durable. Aujourd'hui,
La qualité et la fiabilité de l'information sont des marqueurs de professionnalisme. Une gouvernance efficace, c'est donc aussi un atout d'image. Voilà, donc je vais laisser Merci, Adi Aziz. prendre le relais. Bon, juste avant de te laisser parler, Adi, je viens de partager du coup le premier sondage, donc il est maintenant disponible. N'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse avoir vos retours en direct. Adi, je te laisse continuer la présentation. Très bien. Vous m'entendez bien? Impeccable. Super. Donc pour commencer, au niveau de la gouvernance de données, déjà, on va essayer de définir ce que c'est la gouvernance de données. Donc, deux aspects. La notion de gouvernance, le fait de pouvoir prendre un ensemble de règles, de pratiques pour organiser, pour mieux organiser. Et ensuite, la notion de données, l'information, donc c'est une représentation conventionnelle, lisible de cette information. Donc, gouvernance de données, finalement, c'est le fait de mieux gérer l'information qui circule. Pourquoi? Bah, tout simplement pour identifier qui peut accéder à quelle information, qui est responsable de quelles données. Est-ce que l'information est à jour? Est-ce que l'information est fiable? Et encore plus intéressant, est-ce que l'information est accessible? L'information, elle peut être disponible, elle peut être fiable, elle peut être sécurisée, mais l'accessibilité devient un enjeu également. Donc cette notion de gouvernance de données vient piloter tous ces sujets-là, auxquels on répond partiellement souvent à travers différents outils. Donc là, on va voir comment on peut y répondre d'une façon plus structurée. Et la gouvernance de la donnée, souvent, on a tendance à considérer qu'elle est limitée à des analystes data, à l'équipe IT, alors que ce n'est pas le cas. La donnée, c'est quelque chose qui va exister, quel que soit le métier. Déjà, on le voit dans le marketing, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Que ce soit en termes dans le e-commerce, on génère énormément de données pour identifier qui sont nos clients, quels sont leurs besoins, si des campagnes marketing ont plus fonctionné que d'autres. Donc, ces données-là qu'on arrive à agréger aujourd'hui relèvent de la gouvernance de données. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui, d'autres métiers qui sont un peu moins regardants sur la gouvernance de données, les ressources humaines, alors qu'ils regroupent un ensemble de patrimoine informationnel très riche. Les salaires, les contrats, les formations, les absences, toutes ces données qui sont à la fois sensibles et qui ont besoin d'être fiables, qui ont besoin d'être confidentielles, bien organisées et accessibles aux bonnes personnes. Donc là, vraiment, on est dans le cœur de la gouvernance de la donnée. La finance, on parle ici chiffre d'affaires, on parle dépenses, on parle prévision budgétaire. Là, pour le coup, c'est plus un sujet de pilotage d'une entreprise ou d'une organisation, d'avoir une gouvernance de données cohérente. Et ça ne se limite pas à quelques métiers. La gouvernance, c'est quelque chose qui impacte quel que soit le service, quel que soit le métier. On peut profiter d'avoir de plus en plus de données, à la condition que cette donnée soit exploitable. Et c'est ce qu'on va aborder dans le sujet d'après, qui est comment faciliter la gestion de ces données-là. Donc, juste avant, Adi, je me permets oui. de te couper. Un autre sondage est disponible. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à y répondre. Merci. Super. Je te laisse continuer. Au niveau de la gestion de données, donc quand on dit données, il faut savoir que dans une organisation, la donnée ne se trouve pas à un seul endroit. Et ça, c'est le premier enjeu, c'est d'aller récupérer les données qui sont éparpillées un peu partout. On a de la donnée dans des logiciels, on a sûrement des données dans des Excel, on a des données dans des mails, de plus en plus, et parfois il y a des données même dans les têtes des gens. Donc là, pour le coup, ça va être difficile d'extraire ces données-là à travers des outils informatiques, mais on va travailler dessus. Mais l'idée derrière, c'est tout simplement le fait de pouvoir déjà identifier où est-ce qu'on peut avoir de l'information qui, à première vue, peut ne pas être pertinente
et qui, une fois couplés à d'autres sources d'informations, vont avoir de la valeur. Et une fois qu'on a récupéré ces informations-là, bah, c'est un peu difficile de coupler du mail, du Excel, de la donnée qui est exportée d'un logiciel ou tout simplement qui reste dans le logiciel sans pouvoir l'exporter. Et là vient une notion qui est bien connue des équipes data, mais qui devient de plus en plus populaire et surtout beaucoup plus accessible, c'est la notion d'ETL. ETL a la signification, c'est Extract, Transform, Load, en français, extraction, transformation et chargement. Donc, extraction d'informations, c'est ce qu'on vient de discuter, c'est le fait d'identifier des sources de données et de pouvoir en collecter les informations. Une des difficultés aujourd'hui, c'est chaque format a son propre logiciel pour l'ouvrir, pour exploiter la donnée. On a besoin d'un logiciel qui est un peu plus agnostique en termes au moins regardant sur le format de données d'entrée. Donc là, c'est tout l'enjeu d'aller récupérer les données de différentes sources. Donc il y a un exemple par rapport au vigneron qui sélectionne les différentes grappes qui peuvent être de différentes sources pour pouvoir en faire quelque chose. Et là, en faire quelque chose, c'est cette notion de transformation, nettoyage, harmonisation, enrichissement, croiser des données. L'exemple type qu'on a en tête, c'est tout simplement les dates, c'est un sujet qui est assez rigolo. Les dates dans les Excel, parfois on est au format américain, parfois au format international, parfois au format européen. Donc le but, c'est d'avoir des dates cohérentes, logiques, traitables et lisibles. Quand je suis à 7/7/2025, je ne sais pas, là pour le coup ça va, mais si je suis à 8/7/2025, est-ce que je suis au 8 juillet ou 7 août? Bah, ça dépend de l'interprétation de chacun. Le but, c'est d'éviter d'avoir ces doutes dans la qualité de l'information. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, c'est de pouvoir la transformer pour pouvoir la traiter de la même façon, quelle que soit sa source. Et enfin, la notion de chargement. Donc, une fois que j'ai transformé cette donnée, bah, il y a très peu d'outils qui savent traiter tout type de données. Donc, on a besoin de les charger soit dans des logiciels qui acceptent un certain format, soit de les afficher d'une certaine façon. Et là, c'est tout le dernier enjeu, c'est de pouvoir charger ces données-là dans les différents outils. Donc, on récupère le raisin, on transforme le raisin et on le met en bouteille. Extract, transform, load. Ça, c'est la première étape sur la partie de la gouvernance de données, c'est de qualifier la donnée et la rendre plus qualitative. Deux notions viennent en tête, c'est la notion de harmoniser et homogénéiser. Harmoniser, c'est que toutes les données ont les mêmes formats, le même format, les mêmes règles, et que tout le monde respecte ces mêmes règles. Homogénéiser, c'est un peu pareil. À la différence près, c'est que qu'on interprète la donnée de la même façon. Donc là, c'est un débat entre collègues, hein, mais au final, l'idée reste la même. On a besoin de pouvoir lire toute la donnée au même endroit, quelle que soit sa source. Ça, c'est le premier sujet. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée qu'on a transformée, qui devient très propre? Bah, on a un objectif, c'est de pouvoir l'exploiter. L'exploiter comment? Bah, le plus agréable, c'est d'avoir des tableaux de bord avec plein de couleurs, plein de histogrammes, de cartes du monde avec différentes informations. Là, c'est pour avoir un état des lieux, finalement. Avec le jeu de couleurs va nous permettre de nous donner des informations très rapides. Si mon tableau de bord, essentiellement, est en rouge, bah, je saurai que ça va pas. Si c'est essentiellement en vert, ça va être plus sympa. Donc, c'est ces informations-là que avant je devais traiter de l'information à travers des Excel dans différentes sources. Bah là, je peux l'accumuler et l'avoir au même endroit avec des indicateurs visuels beaucoup plus rapides. On peut aussi avoir un aperçu au niveau des KPI, donc ce qu'on appelle les indicateurs de performance. On se fixe des objectifs, on voit si on va les atteindre, si on les a atteints. Donc ça, c'est à travers des données croisées. Pour les commerciaux, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est de se fixer des objectifs de vente et de suivre soit d'une façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle, s'ils vont atteindre leurs objectifs, s'ils les ont atteints.
Donc là, ça va nous permettre d'ajuster notre stratégie de vente par rapport au retour des indicateurs. Et les rapports, ça fait toujours plaisir d'avoir un état des lieux de ce qui s'est passé sur la dernière semaine, mois, année, pour pouvoir prendre des meilleures décisions par la suite. C'est de savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, et maintenant vers où on veut tendre. Donc, Aziz l'a mentionné très rapidement, c'est la notion de no-code. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'en faire de cet outil-là, non pas un outil technique, un outil métier, mais plutôt un outil à la portée de tout le monde. Ce qu'on appelle les citizen users, l'utilisateur citoyen. C'est la capacité à chacun de créer ses tableaux de bord, de créer ses indicateurs, ses rapports, de pouvoir croiser ses données. Donc là, on est vraiment dans cet enjeu-là qu'on essaye de pousser, c'est de rendre accessible la donnée à tout le monde. Et qui dit gouvernance de données, qui dit 2025, on est en plein dedans. C'est la notion de IA qui vient s'intégrer à la gouvernance de données. Et sur la notion IA, c'est Microsoft l'a très bien présenté, en tout cas appelé leur outil. On est dans du copilote, de l'assistant. L'IA, elle n'est pas là pour remplacer, en tout cas à l'instant où on se parle, mais aucunement l'objectif que ça soit le cas. L'IA a vraiment un rôle d'accompagnateur et sur 3 thématiques dans le contexte de la data. La première, c'est d'assurer un visuel sur le futur, qu'on arrête de regarder uniquement en arrière pour faire ce qu'on faisait et ce qui marche très bien, mais qui a besoin aussi de pouvoir nous aider à se projeter. Donc, de se projeter sur, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire en termes de vente le mois prochain. Et là, il peut agréger énormément de données très vite, d'anticiper des ruptures de stock, détecter des départs possibles, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations-là, l'IA peut les agréger rapidement et nous donner des tendances. Les tendances, ça ne veut pas dire, c'est pas une boule de cristal, mais il y a beaucoup de chances que ça se réalise, en tout cas, avec tous les indicateurs qu'il a, il nous tend vers un objectif réaliste. Ensuite, on a la notion d'être accompagné sur la lecture de données. Donc, ça, c'est le deuxième sujet, le deuxième enjeu. Dans cette démarche d'utilisateur citoyen, on s'est rendu compte que l'IA va venir améliorer et renforcer cette idée parce qu'il ne va pas se limiter uniquement à rajouter de la donnée, mais carrément, il va aider les utilisateurs à lire la donnée qui est en face d'eux. Donc, on fait des tableaux de bord, très bien. Parfois, la couleur, elle n'est pas rouge. Mais il faut pouvoir identifier, en tout cas lire et interpréter certaines données complexes. Là, l'IA peut avoir ce rôle d'assistant qui repère des signaux faibles, des anomalies dans la donnée, qui les signale. Comme ça, on sait avancer plus confiant sur l'interprétation de la donnée. Enfin, la notion de vulgarisation et démocratisation, c'est la suite logique de l'accompagnement, mais ça crée carrément ça casse la barrière qu'il y avait entre des utilisateurs qui n'interprétaient jamais la donnée, parce qu'ils considéraient que ça ne les concernait pas. Là, on peut se permettre. Parce que l'IA, maintenant, on a du langage naturel qui sont introduits dans ces logiciels-là, qui va permettre de discuter, pas uniquement le langage naturel, mais le langage simple, qui va permettre de vulgariser les données, tout simplement en lisant ce qui se passe dans l'outil. Comme en lisant le tableau de bord, il peut dire les ventes de juin ont baissé de 20% par rapport à mai. Voilà. C'est une façon de rendre l'outil beaucoup plus accessible à plus de gens. Voilà, donc voici les 3 rôles de la gouvernance de données. Je vais basculer sur une représentation, donc une démo du logiciel. Et avant, je crois que Maxime, on a un autre. Merci, c'est ça. Merci pour la petite passe. Je viens d'ajouter du coup le dernier sondage juste avant qu'Adi passe à la démonstration, qui permet du coup un petit peu de clôturer et de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur la gestion de vos données. Vas-y, Adi, je te laisse la main. Vos données sont-elles encore silotées? Très bien. C'est ça, tout à fait. Très bien, très bien. Donc, au niveau des démos, je crois qu'on a plusieurs démos. Si on a le temps, on va pouvoir toutes les voir. Si on n'a pas le temps,
Je crois qu'elles seront disponibles dans la Il y a un vidéo. recorder. Ouais. Très bien. Donc, au niveau de la première démo, c'est de présenter le logiciel, donc un module dans la plateforme d'Intalio CSP, Content Service Platform, qui est orienté sur la donnée. Il s'appelle Intalio Insight. Hop. Et Intalio Insight a vocation à faire les 3 volets qu'on a discutés. La première, c'est d'aller collecter pour transformer la donnée, de la représenter d'une façon intelligente, d'une façon accessible, agréable, et il intègre la partie IA pour venir renforcer l'adoption, renforcer le visuel, l'interprétation de ces données-là. Donc, au niveau de l'outil, c'est un outil interactif. Là, on va commencer très vite par la partie interface. Tout simplement parce que c'est plus facile de se projeter en interprétant une donnée accessible. La démo qu'on a choisie, on a choisi du Analytics, donc sur du e-commerce. C'est quelque chose de assez connu, parlant pour tout le monde. C'est des données qu'on va retrouver. Donc là, en l'occurrence, c'est un magasin qui vend des vêtements hommes, femmes, des accessoires, des chaussures. Et on va aller... excusez-moi, je crois qu'il y a un petit bug. Voilà. Et au niveau du tableau de bord, comme vous voyez, c'est hyper fourni. On peut filtrer de la donnée, on peut choisir, avancer dans l'interprétation du tableau de bord, et ça ne se limite pas à quelques données. Ça vient couvrir l'entièreté des données qu'on a à l'écran. Les données peuvent être formalisées de différents formats, histogramme, carte du monde, tableau, données claires, une moyenne de panier, par exemple, ici. Donc, toutes ces informations-là viennent donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Et ces données-là, donc là, on est dans un rôle d'utilisateur simple, qui a cette capacité à éditer son propre tableau de bord. Chose que je n'ai pas mentionné, que j'aurais dû mentionner avant, c'est que chaque utilisateur a ses propres tableaux de bord. C'est personnel. On peut en faire d'une façon illimitée des tableaux de bord. On peut avoir des tableaux de bord plus orientés, certaines données et d'autres données. Je peux avoir un double rôle au sein de l'entreprise et de par ce fait, j'ai besoin d'avoir des données différentes, mais même sur la même donnée, je peux l'agréger d'une autre façon. Et là, on voit toutes les fonctionnalités qui sont possibles, la personnalisation qu'on est possible. Là, en l'occurrence, je change carrément la couleur du dashboard pour mieux lire, et je peux le sauvegarder. Donc, c'est vraiment du no-code au sens où c'est avec des clics de souris où je fais toute mon activité. Et ça ne se limite pas à éditer de l'existant, je peux créer mes propres dashboards. Là, je vais faire une pause rapide sur la vidéo pour qu'on puisse analyser l'écran. Tout utilisateur en capacité de créer ces données et en capacité de croiser ces données-là. À gauche, vous voyez toutes les sources de données disponibles. Là, je vais mettre ma souris en laser. J'ai 40 données différentes qui ont été extraites de différentes sources. Et là, pour le coup, je veux croiser différentes données. En l'occurrence, c'est la catégorie. Donc, mince. On a réinitialisé la vidéo, excusez-moi. Hop. Hop. Voilà. Donc, je veux croiser les différentes catégories, en l'occurrence, les vêtements d'hommes, les vêtements de femmes, les chaussures de femmes, les chaussures d'hommes, et qui va me permettre ensuite de les calculer par rapport au nombre de produits vendus. Donc, ces informations-là vont permettre d'avoir un visuel beaucoup plus cohérent. Et même si le titre ne me plaît pas, même si c'est un titre qui était technique, je peux le changer. Cette représentation-là peut être pertinente, mais je peux aussi compter sur l'outil pour m'aider à faire une représentation encore plus pertinente. L'outil, par défaut, va proposer 5 suggestions en plus de la mienne pour modéliser chaque source. Donc là, je vois que cette source est beaucoup plus pertinente. J'ai 5 catégories. Autant avoir un carré qui représente la quantité. C'est parlant et c'est une représentation qui diffère du reste. Le fait d'avoir une richesse dans les tableaux de bord va permettre aussi de
mieux analyser mon tableau de bord. Si tout est histogramme, c'est très difficile d'avoir un œil vigilant sur ce que je suis en train de voir. Par contre, quand j'ai une différence de rapport, ça va permettre d'avoir une vigilance par typologie de tableau de bord sur les différents éléments. Et quand je filtre les données, donc en l'occurrence là je les ai filtrées, ça va filtrer sur l'entièreté des tableaux de bord que j'ai. Ça ne va pas filtrer sur une seule information. Du coup, je peux faire des interprétations uniquement sur la catégorisation des objets liés à, donc là c'est aux hommes, que ce soit les vêtements, les chaussures, les accessoires. Et comme ça, je peux faire une interprétation plus ciblée. Et je n'ai pas besoin de faire tout un tableau de bord nouveau pour ces éléments-là. Là, en l'occurrence, je choisis uniquement en cliquant sur une information, en filtrant sur une seule information, j'ai un visuel différent, beaucoup plus riche. Là, l'outil sur lequel est basé notre logiciel, donc ce sont des composants hyper puissants, qui sont bien riches et surtout évolutifs. Ça veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit en 2025, juillet 2025. D'ici fin 2025, on aura un logiciel encore plus avancé, des tableaux de bord beaucoup plus riches, et encore des connecteurs, et ça, c'est ce qu'on va en parler par la suite. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra juste après la démo. Le deuxième sujet au niveau du traitement, donc on a vu comment représenter la donnée, mais on a parlé, avant même de représenter la donnée, la capacité à la transformer. Et là, c'est aussi cette notion de no-code qui réintervient, cette notion de no-code qui va venir propulser la donnée au sein de l'outil. Donc, au niveau des données, j'ai différentes données qui sont proposées ici. J'ai les utilisateurs, j'ai les transactions, j'ai l'organisation. Donc, je vais aller récupérer des informations qui sont présentes dans l'annuaire d'entreprise. Je vais aller récupérer des informations qui sont présentes dans un logiciel métier. Je vais les croiser dans les SharePoint. On adore aller chercher des informations depuis SharePoint. Donc là, je vais faire pause. Donc, aller récupérer toutes ces informations-là qui sont, comme on a dit, différentes. Elles ne sont pas données de la même façon et on ne va pas pouvoir l'interpréter tant qu'on ne l'a pas transformée. Et une fois qu'on a allé récupérer cette information, donc c'est en clic, je paramètre l'outil pour aller récupérer en mettant l'URL de l'application, en précisant quel type d'application c'est. Nativement, l'outil a plus de 300 connecteurs et sur lequel on peut bâtir d'autres connecteurs. C'est très riche en termes de connecteurs, mais pour faire simple, les outils type base de données, on y a accès. Des outils type Teams, Google Meet, Zoom, on y a accès. Les OneDrive, les Google Drive, les SharePoint, les Notion, les Jira, tous ces outils-là, on peut se connecter dessus, on est déjà connecté dessus. Et là, le but, c'est d'extraire ces informations-là pour venir la transformer et la traiter. Donc, pouvoir la représenter d'une façon en mode tableau de bord. Donc, au niveau de la transformation, ça ne se limite pas uniquement à transformer la date de la version anglaise, américaine à la version européenne ou internationale. C'est une palette qui va venir donner la main à l'utilisateur pour la transformer comme il le souhaite. Ça peut être des choses simples qui sont de enlever les espaces de trop. Vous savez, les espaces avant ou après le mot qui peuvent faire croire que c'est un mot différent. Le fait de concaténer. Le nom était dans une information, le prénom dans un autre espace. Je concatène. J'ai nom, prénom ou prénom, nom. Je peux aussi traiter la date. La date, c'est vraiment un enjeu pour le coup. Je laisse défiler un tout petit peu la vidéo juste pour montrer les différentes fonctionnalités. Donc, la transformation ne se limite pas à quelques éléments. On a la capacité d'extraire de l'information ce qu'on appelle les entités nommées. Dans un texte, que ce soit un mail, que ce soit un document, il y a des mots qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres. Ces entités nommées, ça peut être l'exemple qu'on utilise le plus, c'est le numéro de sécurité sociale, par exemple. Je veux pouvoir l'extraire dans une démarche plutôt orientée RGPD, je voudrais peut-être l'anonymiser, extraire tout ce qui est nom, prénom, même si je ne sais pas à l'avance si c'en est un. Toutes ces informations-là, je veux aller l'extraire à but de
rendre le document plus confidentiel, moins accessible. Je peux aussi rajouter de la notion de la IA. Dans le cadre d'un des projets, on a fait de la IA qui interprète les sentiments. Parce que c'était du courrier qui arrivait dans une assurance ou une mutuelle, je ne sais plus, la qualification officielle. Donc, c'était pour savoir si c'était du courrier qui était plus mécontent, du courrier plutôt content. Donc, ça avait vraiment un sens d'interpréter le sentiment du courrier pour pouvoir l'orienter vers le bon service. Donc, c'était une façon de ventiler la charge de travail à la bonne personne en amont. Et là, pour le coup, bien sûr, chaque fonctionnalité et ses limites. Par exemple, sur ce cas précis, on s'est retrouvé à mal interpréter, par exemple, tout ce qui est sarcasme intégré dans le courrier. Donc là, pour le coup, pour l'instant, on n'arrive pas tout à fait à gérer de l'ironie dans le contenu. Donc, au niveau du traitement, une palette de transformation, et la palette de transformation, toujours dans cette volonté d'être no-code, c'est la souris. Je choisis les différentes transformations que je souhaite. Là, en l'occurrence, je veux mapper des informations. Ensuite, je veux couper un bout de l'information. Et à la fin, je veux sortir une information à travers un rapport. J'ai fait ce qu'on appelle un pipeline de transformation. J'ai sauvegardé, c'est bon, mon information est transformée. Donc c'est vraiment là, on pousse le no-code jusqu'au boutisme, dans le sens où les utilisateurs, là, ce qu'on a vu à l'écran, n'importe quel utilisateur est en capacité de faire ça. Quel que soit son background, du moment où il sait ce qu'il veut, il peut pousser cette information. Je vais basculer à la troisième démo qui, là, on va voir plutôt la notion d'intelligence qui va venir donner un peu plus de peps aux données déjà existantes. Et là, pour la partie IA, c'est une première interprétation, c'est la notion de chatbot. Donc, le chatbot, aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux. On a un chatbot qui est plus économique, qui interprète uniquement de la donnée. On a un chatbot beaucoup plus large, où là, c'est vraiment l'équivalent d'un chat GPT. On n'est pas là pour concurrencer chat GPT. On est là pour faire de la gouvernance de données. On est là vraiment pour accompagner. Donc, mais par contre, il peut discuter avec nous. Là, en l'occurrence, on a demandé à l'IA si elle rêve, elle nous répond. Donc, on essaie de pousser pour voir jusqu'où elle a été entraînée. Et là, pour le coup, c'est des IA internes, souverains, sur des serveurs français. C'est utilisé en mode service, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer une IA par organisation. L'IA est sur le cloud en France, et ensuite, on va communiquer avec elle. C'est transparent pour les utilisateurs, c'est dans le logiciel. Il faut juste une connexion Internet pour qu'elle fonctionne. Et dans le logiciel, elle va pouvoir interpréter ces données-là. Donc, pour la partie IA, c'est un communicant classique, un chat, qui va permettre de nous aider sur le traitement de la donnée, sur de l'interprétation de la donnée, ou tout simplement sur des explications de comment utiliser l'outil. C'est-à-dire que là, on essaye de rendre le chat, avoir pas une seule, mais plusieurs casquettes. On n'est pas encore décidé s'il y aura plusieurs chats ou ça sera le même chat, mais le but, c'est d'accompagner l'utilisateur dans son interprétation, dans son paramétrage, dans sa configuration. Tous ces éléments-là seront intégrés dans le même outil. Et enfin, un exemple concret. Donc là, on est sur de la donnée non structurée, c'est des documents. Donc les documents, en plus, on est dans le cadre d'un appel d'offres où on reçoit différentes soumissions. Donc plusieurs fournisseurs soumettent des dossiers par rapport à un appel d'offres que j'ai lancé. Et la problématique ici, c'est que je ne peux pas, chacun a son propre template, modèle de document, chacun décide de répondre d'une certaine façon. Certains répondent avec un mémoire technique, d'autres avec des annexes, d'autres ils mettent des CV dans leur réponse. Donc là, tout l'enjeu, c'est de pouvoir traiter la donnée comme si c'était la même. Et là, en l'occurrence, l'outil est en capacité de le faire. Donc là, on traite de la donnée qui est quand même assez difficile. La base de données, les logiciels, c'est beaucoup plus facile que traiter de la donnée non structurée dans les documents. Et là, un des enjeux, c'est de pouvoir créer une sorte de matrice
pour pouvoir juger tous les fournisseurs sur les mêmes bases, quelle que soit la quantité de documents qu'ils nous ont fournis, quel que soit le type de documents qu'ils nous ont fournis, qu'on puisse les interpréter sur des bases au mieux objectives, mais en tout cas qui vont nous permettre de les qualifier d'une façon pertinente. Et ça, c'est un enjeu pour les acheteurs, pour être accompagnés avec l'IA sur la notion de données, pour éviter soit de perdre de l'argent, soit de faire des mauvais choix stratégiques dans la sélection des fournisseurs, et même de mieux comprendre. Aujourd'hui, un acheteur n'a pas vocation à être spécialiste informatique, spécialiste RH, spécialiste, quel que soit l'achat qu'il doit faire. L'acheteur, il est là pour accompagner dans le processus d'achat. Et vaut mieux accompagner en comprenant les notions et surtout en étant aidé. Et là, pour le coup, l'IA vient aider l'acheteur dans le choix. Ça évite qu'il soit trop orienté par rapport à des choix métiers qui ont déjà choisi leur outil avant même de lancer l'appel d'offres, par exemple. Là, pour le coup, l'acheteur a un argumentaire plus fort. Il peut challenger l'équipe en interne. Il peut challenger également les fournisseurs. Donc là, en l'occurrence, c'est la force de l'interprétation de la donnée cumulée à de l'IA. Le chatbot, c'est sympa, c'est de l'accompagnement. Là, c'est vraiment, ça vient avoir un rôle d'acteur dans la décision. Et c'est là où la vraie valeur de l'IA dans la gouvernance de données. Je crois que j'ai fini, je vérifie quand même. Oui, j'ai fini. Du coup, timing parfait. Merci, Adi. Merci. Du coup, nous arrivons à la... Si tu peux passer juste à la dernière slide, Adi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, on arrive du coup à la session questions-réponses. Je vois que plusieurs questions ont déjà été posées durant le webinaire. N'hésitez pas, là, on a à peu près 5 minutes pour pouvoir répondre au maximum de questions. Donc, de ce que je vois, il y a plus des questions qui vont être pour toi, Adi, et d'autres pour Aziz. Donc, je vais commencer par toi, Adi. J'ai une question sur la notion de connaissances techniques. Est-ce que pour toi, il y a une obligation aujourd'hui d'avoir des connaissances dites techniques, entre guillemets, pour pouvoir configurer nos solutions? Non. La réponse rapide, c'est non, mais pour faire plus clair, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de rendre accessibles les outils à des personnes non techniques. Bien sûr, les personnes techniques auront des facilités à manipuler nos outils, auront peut-être plus de facilité à pousser l'outil à afficher des choses encore plus avancées par leur expérience, par le fait qu'ils aient déjà manipulé ce type d'outil. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de barrière à l'entrée. L'objectif, c'est que l'outil soit utilisé par tout le monde. Et si quelqu'un n'a pas réussi à l'utiliser, l'enjeu pour nos équipes de développement, c'est d'adapter les outils pour qu'ils soient encore plus accessibles. Donc non, il n'y a pas de contrainte particulière. Ok, je te remercie. Une autre question qui est du coup dans la continuité de la première, sur la notion d'avoir un profil spécifique aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un profil dit spécifique pour la gouvernance des données? Enthousiaste à faire des tableaux de bord. Très bonne réponse. Honnêtement, merci. L'enjeu premier de ce type d'outil, au-delà de la partie données, ou de la partie retour sur investissement qu'on peut vouloir de tout type de logiciel qu'on veut acquérir, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les utilisateurs l'utilisent. Et pour le coup, de tous les pilotes qu'on a eu à faire, donc souvent on commence d'utilisateurs pilotes avant de le propager. Et les meilleurs profils qu'on ait pu avoir, c'est pas forcément les profils techniques, c'est les profils qui ont adhéré à la démarche, qui sont intéressés, qui ont des attentes en termes de résultats, qui fait qu'ils challenge l'outil. Donc le but, c'est vraiment d'avoir cette notion de « je veux avoir de l'information, je veux interpréter l'information », et ensuite, quel que soit le background, la pente peut être un peu plus raide pour certains, mais la finish line, elle n'est pas si loin. Donc, ils vont tous y arriver
assez rapidement. Merci beaucoup pour cette réponse qui, je pense, pour moi est assez claire. Et du coup, pour les personnes du webinaire. Et on va en sélectionner une petite dernière plus pour toi, Aziz. J'ai une question qui est relative du coup à la culture data, comme tu l'expliquais au début. Pour toi et ton expérience, en combien de temps à peu près il faudrait pour avoir entre guillemets un réel impact aujourd'hui sur cette culture des données? Tu es en mute, Aziz. Ça sera plus simple si tu actives ton micro. Nickel, je te remercie. Très bonne question et en fait la réponse dépend du niveau de maturité de l'organisation au départ, mais un ordre de grandeur réaliste basé sur des retours d'expérience auprès de nombreux secteurs d'activité. Le délai moyen pour avoir un impact réel d'une culture data varie entre 12 et 24 mois. Mais on peut distinguer 3 tendances. À court terme, 3 à 6 mois, on peut déjà observer des gains locaux grâce à l'automatisation des processus, création du premier dashboard, amélioration de la qualité des données. À moyen terme, c'est-à-dire 12 mois, si la démarche est bien pilotée, on commence à avoir des impacts visibles, donc des décisions plus éclairées grâce aux KPI, une meilleure collaboration entre les métiers et l'IT, une prise de conscience collective de la valeur de la donnée. À long terme, c'est-à-dire plus de 18 mois, la culture data commence à être ancrée dans les pratiques quotidiennes. Les équipes deviennent autonomes dans l'usage de la donnée, grâce notamment à nos outils no-code. Les décisions sont pilotées par les données et non pas par l'intuition ou l'habitude. Enfin, les projets data deviennent de plus en plus scalables et réplicables à l'échelle dans l'organisation. Voilà ce qu'on peut donner comme réponse. Donc, on arrive au terme de cet événement. En conclusion, instaurer une culture de la donnée ne se limite pas à déployer des outils ou collecter des informations. C'est avant tout un changement de mindset, une dynamique collective où chaque collaborateur comprend la valeur stratégique des données et les intègre naturellement à ses décisions quotidiennes. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et n'oubliez pas, la donnée est une ressource, mais la culture est le levier. Très bien dit. C'est une très belle phrase de fin. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Bon appétit et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci.